Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous recevons à ce micro du journal de la communauté M. Brice Makumbu. Bonsoir M. Brice. Bonsoir M. Lewis. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Brice Makumbu. Vous n'êtes plus un nouveau sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Vous êtes intervenu sur cette antenne il y a 2 ans sur les problèmes de la communauté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique au Congo-Brazzaville. Mais dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Merci encore, Monsieur Jean-Mindou Lewis, de m'avoir invité sur les antennes de la radio Congo Live 11. C'est un plaisir pour moi de partager mon point de vue sur la situation politique dans notre pays, qui est le Congo-Brazzaville. Je suis Brice Makumbu, Congolais de Brazzaville, résident aux États-Unis dans l'État de Nebraska, dans la ville de Omaha. Je suis marié, père de 2 enfants. Et je suis arrivé aux États-Unis il y a bientôt 8 ans, depuis juin 2007, par le biais de la réinstallation comme étant réfugié congolais. Et nous intégrons dans la communauté américaine. Voilà en bref ce que je peux dire de moi-même. Voilà, je rappelle donc à nos auditeurs que M. Brice Makumbu vit dans l'État de Nebraska. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles fraîches du pays, notamment de la situation actuelle? Bon, les nouvelles fraîches ont... Le plan de la sécurité, plan humanitaire, j'entends. Plan de la sécurité, je peux dire, je n'en ai pas en réalité. Seulement ce que nous entendons par téléphone, par les médias, les social networks. Quand tu fais un appel au pays pour vérifier la situation du pays, tu tombes sur un parent qui n'est pas dans le milieu politique. Le fait est que les gens te répondent, tout va bien, les gens circulent, les gens vont au travail, mais en réalité, il y a des exactions. Il y a des exactions, il y a des camps d'emprisonnement, il y a des camps de tuerie que les gens sont en train de publier sur les social networks avec les images, les vidéos, les photos. Et je me dis que la situation sécuritaire au pays n'est pas vraiment bonne. Et la situation elle est critique. Donc, les plus récentes nouvelles que j'ai eues, ça vient d'un ami proche, il est autour des hommes politiques. C'est pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant. Voilà. Oui, merci à M. Brice Makumbu. Est-ce que vous avez de votre côté essayé de contacter certaines personnalités ici en vue de rassurer donc, y a-t-il eu une action en direction des autorités de Brazzaville à partir d'ici pour essayer de soulager les peines de ces populations? Nous savons que depuis que ces événements ont eu lieu, les gens sont dans une situation de précarité sur tous les plans. Le Congo a été toujours dans une situation de précarité depuis fort longtemps, vous le savez bien. Nous avons grandi avec la misère provoquée par le pouvoir en place depuis le temps du monopartisme, vous le savez bien. Et notre pays est dans un état que on le déplore. Le Congolais vit actuellement à moins $1 et la vie ne fait que le coût de la vie ne fait qu'augmenter, les salaires ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc je dirais que c'est pas gai d'entendre la situation du pays comme elle est actuellement. Donc pour moi je dirais que au niveau des États-Unis, nous sommes en train de travailler. Nous avons amorcé des démarches pour toucher les autorités américaines, pour essayer de nous aider, de voir la situation du Congo-Brazzaville. Voilà, donc je vais dévoiler cela un peu plus tôt, un peu plus tard quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais la situation du pays n'est pas bien. Et je vais vous rappeler, c'est un exemple que je vais vous donner. En 1997, vous le savez bien que le budget de l'État congolais était à
192 milliards de francs CFA en 1997. Le budget que le gouvernement du professeur Pascal Lissouba avait laissé était à 192 milliards de francs CFA. Actuellement, de 1997 à 2014, vous savez, le budget de l'État congolais a augmenté de combien? En 2014, c'était à 4 000 milliards, qui est équivalent à 8 000, si nous prenons le dollar à 500 francs CFA, c'est à 8 000 $. Et l'année 2015, ils ont un budget de 3 800 milliards de francs CFA, qui est équivalent à 7,6 milliards de dollars. Le double, c'est le double du budget fédéral des États-Unis. Regardez les pays comme les États-Unis, à un budget de 3,8 milliards de dollars. Mais l'État congolais, avec moins de 4 millions d'habitants, a un budget qui est le double du budget, le budget fédéral de l'État américain. Vous ne voyez pas que... Et le Congolais ne vit pas, mais ne survit dans son pays avec un budget comme ça. C'est détruit le pays. Revenons un peu sur l'actualité politique qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Vous aurez le temps de faire des développements sur cela, Monsieur Brice Makombo. À ce jour, l'opposition congolaise se trouve dans une situation plus ou moins de blocage. Quand vous allez à Brazzaville, tout circule. Les étrangers qui s'y rendent constatent qu'effectivement la vie a repris. Alors, pour le pouvoir, eh bien, tout marche bien. On peut donc traîner les pieds. Où en sont les négociations entre le pouvoir et l'opposition congolaise? Vous savez, le pouvoir de Sassou Nguesso a tant joué beaucoup de coups à l'opposition congolaise. Quand on parle des négociations, en réalité, il y a seulement une option que l'opposition a donnée au gouvernement de l'État congolais. Et je ne pense pas que l'État congolais pourrait l'accepter, cette condition. Les négociations peuvent avoir lieu si l'opposition cède et accepte la donne du gouvernement. C'est-à-dire, c'est d'abolir leur programme de la désobéissance civile pour accepter effectivement la nouvelle constitution et rentrer dans la gestion de l'État ensemble, le gouvernement en place et l'opposition. Mais il y a certains membres de l'opposition qu'on appelle l'opposition radicale qui ne veut pas de cette négociation. D'ailleurs, alors, Monsieur Brice Makombo, cette question peut aussi s'appliquer au gouvernement. Quelle est, pour vous, je voulais que vous me donniez une définition vague ou une définition, disais-je, vague du mot négociation. C'est quoi négocier? Négocier, c'est quoi? Négocier, c'est un processus d'un accord de deux parties selon un sujet donné. Et si le sujet donné donne satisfaction aux deux parties, les deux vont s'entendre selon les termes et les clauses qu'ils vont donner à ce contrat. Donc, ils négocient quelque chose. C'est un processus d'accord. Mais dans le cas pareil du Congo-Brazzaville, entre l'opposition et le gouvernement, cela sous-entend qu'ils acceptent de perdre quelque chose. S'ils acceptent, ils vont perdre. S'ils acceptent, si l'opposition accepte ou le pouvoir en place accepte de négocier, l'un parmi les deux doit perdre, puisqu'il négocie sur la base de quelque chose. Oui. Sur la base de quelque chose. Excusez-moi, je vais essayer. Oui, allez-y.
d'arrêter un peu. Allez-y, allez-y. Donc, une partie sera perdante. Mais aussi, il y a des négociations dont les deux parties ne seront pas perdantes dans le cadre où il y a consentement ou entente sur un accord donné, sur un programme donné des deux parties. Mais quand vous regardez le pouvoir en place, le Mais je pouvoir en pensais place que, M. Brice Combo, pour ne pas vous couper, en termes de négociation, sur la base de pourcentage, si au départ vous avez 100% de revendication, l'autre partie également devrait avoir 100%, et au terme de cette négociation, il faut accepter de faire tomber à certains points, donc de perdre quelque chose. C'est en cela. effectivement, mais quand vous regardez, Pour moi, je pensais que c'était ça la définition c'est accepter d'aliéner quelques-unes de vos revendications. effectivement, mais quand vous regardez, Est-ce que vous pourrez accepter de laisser tomber? mais il y a eu un seul point ou une seule demande que l'opposition donne au gouvernement. Une seule demande. C'est le retrait du référendum. Le retrait catégorique du référendum. Parce que ce référendum donne accès au président de la République de briguer encore un deuxième mandat. Autant que nous sommes dans une ère démocratique et il faut qu'il y ait une alternance politique. Si le président Denis Sassou Nguesso accepte les négociations, ça veut dire qu'ils vont aller aux négociations sur la base d'un seul accord. D'un seul, pas de deux. Puisque l'opposition ne demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement le retrait. C'est sur cette base-là que je dis que ça serait très difficile de deux parties de s'entendre. Puisque le président Sassou est en train de s'entêter sur son programme. Il a déjà promulgué la Constitution. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais reculer. Ça lui donne la possibilité. Il les met devant le fait accompli. Tout à fait. Et que dire, donc de dire, non, c'est en français, donc voici le point de départ. Donc nous commençons à négocier à partir de cette nouvelle République, si je vous comprends bien. Et l'opposition aussi n'accepte pas. Il n'accepte pas de négocier sur un coup d'État constitutionnel. Si c'était normal, peut-être il devait accepter. Il y a d'abord violation de la Constitution de 2002. Voyez-vous, quand vous violez la Constitution, vous êtes en faux avec la loi qui régit l'État et qui vous régit vous-même. Donc il n'est pas question de négocier avec les tricheurs. C'est comme, prenons le cas des États-Unis. Quand il y a hold-up, où il y a prise d'otages, la Constitution américaine, par exemple, dit l'État américain ne négocie pas avec les terroristes. Donc, il y a toujours eu une opération pour, effectivement, régler ce problème. C'est juste aller libérer les otages par force ou par n'importe quelle manière, mais pas de négocier. Donc, c'est dans ce contexte-là, l'opposition, si l'opposition demande la négociation, ce n'est pas le gouvernement qui demande la négociation. Si vous regardez bien, c'est l'opposition qui demande la négociation. Demandez aussi par prônez aussi par l'opinion internationale. Mais j'ai entendu M. Pierre Ngolo, au lendemain de la proclamation des résultats de ce référendum, tendre la main à l'opposition. Mais l'opposition ne pourra jamais accepter, peut-être l'opposition corrompue, comme il y a une petite discordance de point de vue au niveau. Voilà, donc revenons maintenant sur ce point, sur ce son discordant qu'on entend dans l'opposition, et puis la démission de M. Paul Marie-Pouelé, voilà, le nom c'est celui-là. Alors, est-ce que vous pensez que cette opposition est unie et capable justement de défier le pouvoir en place? Sassou a un système depuis, nous le savons. Il a un système de diviser pour mieux régner. Et c'est quoi qui affaiblit actuellement les gens? C'est le pouvoir, c'est l'argent, l'intimidation. C'est ça. Il utilise la force pour intimider. Qui n'a pas besoin de vivre, monsieur Lewis? Qui n'a pas besoin de vivre? La vie, elle est bonne.
Si demain on te dit, voilà, demain on va te couper la tête, tu verras, quelqu'un va... La vie, elle est bonne. Et chacun de nous veut préserver sa vie et chacun de nous veut préserver la vie de sa progéniture. Il y a des gens qui sont destinés à ce genre de choses qui sont des charismatiques, des nationalismes, tels que les gens, les Kolela qui ont fait des prisons, beaucoup des Congolais qui ont fait des prisons, qui ont dit non, et ils ont dit non jusqu'à ce qu'il y a eu libération du Congo, la première libération que nous avions eue. Ce n'est pas pendant l'indépendance. Après l'indépendance, en 90, quand il y a eu le mouvement de la démocratie multipartisme. Il y a des gens comme les Nelson Mandela. Ils ont fait des prisons, mais ils n'ont pas cédé à leur idéologie. Ils n'ont pas cédé à leur vision, jusqu'à ce que ça a donné des fruits. Donc, c'est dans ce contexte-là que je voulais dire que l'opposition congolaise n'est pas une opposition qui est unie soudée. Sassou a des gens, il a infiltré des gens dedans. La démission de Marie de Pouelé vient de donner encore une problématique au niveau de l'opposition. Mais qu'à cela ne tienne, je pense bien, certains parmi eux ne vont pas céder aux caprices du gouvernement. D'ailleurs, s'il tient la tête, s'il tient aux caprices, s'il tient à la dictature de Sassou, ils ont résisté depuis longtemps. Il est censé qu'ils résistent. La diaspora est en train de travailler en France, au Canada, aux États-Unis. Les gens ont emboîté les pas. Faisons la pression auprès des Occidentaux et tu verras, le pouvoir de Sassou va tomber. Ce que je félicite à l'opposition. Alors, nous parlons des Occidentaux, c'est donc cette passerelle. Je vais souligner quelque chose. Oui, allez-y. Je félicite l'opposition de ne pas avoir cité la population à la violence. Et ils n'ont pas participé au vote. Cela a donné la force à l'opinion internationale de regarder ce que le pouvoir de Sassou est en train de faire. Et surtout l'incarnation de Kombi Salissa et de Parfait Kolela. Ce sont des faits qui prouvent que Sassou c'est un dictateur. Sassou c'est un terroriste. Et il doit effectivement quitter. Mais il a la couverture des Français, des Occidentaux. Et ça va finir. Les gens travaillent dessus, ça va finir. Je vous assure. Voilà, donc c'est une passerelle qui nous permet d'aborder la question des opposants à l'étranger, notamment en France. Certainement un coup de chapeau à eux. Ah, c'est dur, mon frère. C'est dur. Les Occidentaux ont mis un mécanisme de sorte que les pays africains ne peuvent pas décoller. Et aussi, il faut le signaler, il faut qu'il y ait un lavage au niveau des classes politiques. Parce que cela va du développement de l'Afrique. Tant que nous aurions les pré-occidentaux au pouvoir ou autour de toute politique africaine, il n'y aura pas un décollage. Je parlais, M. Brice Makombo, des opposants congolais, notamment en France. C'est ce que je dis, j'en viens. Oui. Il n'y aura pas un décollage d'Afrique. Quand vous regardez autour des opposants, que ce soit au pays, que ce soit en France, la plupart d'eux, ils ont bénéficié du pays, ils ont bénéficié du pouvoir de Sassou Nguesso. Certains ont compris que ce système-là, il n'est pas un bon système. Il faut se classer effectivement aux côtés de la population. Mais rien n'est rassurant pour ces opposants. La vraie opposition vient de la population, de la classe politique jeune. La vraie opposition vient de la classe politique jeune. Tous les vieux qui sont là, c'est bien, ils doivent être autour
dans cette dynamique pour donner conseil. Mais je ne pense pas ces vieux-là, les grands politiciens, pourront aider dans 2 matins le Congo de développer. Si jamais ils prennent les choses, ils prenaient encore les choses aux commandes, il n'y aura pas de changement. Parce qu'un nationaliste, comme je l'ai Mais dit, vous êtes pessimiste, monsieur, vous êtes je pessimiste. vous dis, quand un nationaliste, quand j'ai partagé sur Twitter avec un frère qui est ici aux États-Unis, il a essayé de tweet sur Mungala et Alain Akwala. J'ai aussi envoyé mes tweets là-dessus. Les jeunes comme ça, ils sont phagocytés, ils ont peur. Et pourtant, quand vous regardez autour des gens qui sont autour du président Sassou Nguesso, ce sont des gens que le président Sassou Nguesso porte plus de confiance, parce que ce sont des jeunes. Mais ces jeunes sont phagocytés. Ils contribuent à la destruction du pays. Ils ne font absolument rien. Ce sont eux qui devraient conseiller le président de la République de reconstruire le pays, de faire les réformes des institutions de l'État. Vous accusez sans donner des preuves. Il y a des preuves. Des preuves sont là. Vous voyez, il ne faut pas qu'on vous le dise, qu'on vous le démontre. Vous voyez l'état que présente notre pays. L'économie, l'éducation, la santé, le social. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous connaissez, j'ai parlé du budget de l'État congolais. Mais quand vous regardez dans le budget de l'État congolais, j'ai les détails du budget en exercice de 2014. J'en ai avec moi. Je vais les partager avec les autres. Mais il y a une rubrique de 294 milliards de francs CFA destinée au département, au ministère des Affaires sociales. 294 milliards destinés au ministère des Affaires sociales. Mais quand vous voyez le ministère des Affaires sociales, on n'a pas de dispensaires, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des allocations familiales pour les pauvres. Tout cet argent-là va où? Le pays est dans un engrenage foutu. Ces jeunes devraient conseiller le président de la République d'avoir un œil sur tous les projets qu'ils mettent en place, d'avoir le suivi. Si pour le président Sassou Nguesso... Peut-être qu'ils ne sont pas écoutés. Non. Peut-être le président Sassou n'est pas mauvais. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autour de lui qui sont mauvais. Voilà pourquoi je dis, la démocratie n'est pas seulement... N'acquisons pas seulement le pouvoir en place. Même dans l'opposition, il n'y a pas une démocratie. Tantôt, je regardais et j'ai réfléchi. J'ai regardé la configuration des partis politiques au pays. Un pays de moins de 4 millions d'habitants. Vous allez continuer une question de curiosité. Dans cette classe politique, qui pensez-vous à la poigne de diriger ce pays? De diriger le pays, un jeune. Un Qui? jeune, pas tout ce qui se... Pas dans la classe politique actuelle au Congo. C'est un combat qu'ils sont en train de mener. Si Oui, qui vous voyez? Pouvez-vous me citer un nom? c'est quelqu'un qui va sortir du néant qu'on ne connaît pas, ça serait un jeune. Quand les choses vont se normaliser. Je vous ai vu sur Facebook avec quelques éléments sur M. Ngouitukulu. Avez-vous de la sympathie, de l'admiration pour lui? Oui, c'est quelqu'un de bien posé, à ce que je sache, selon les conversations que nous avions. Il est aussi jeune, il faut l'affirmer. Il n'est pas vieux comme les autres qu'on est en train d'accuser. Il appartient à la classe politique jeune. Le problème du pays, il faut que nous le comprenions. Le système de politique doit changer, excusez-moi, doit changer. C'est pas parce que j'ai une admiration pour lui et je peux me confirmer que s'il est voté dans 2 matins comme président de la République, il fera mieux et les choses vont changer directement. Non. Je prenais un exemple. Le système politique d'un État doit changer. C'est-à-dire, pour moi, Brice Makoumou, par exemple, admis au dialogue national,
il faudra qu'il y ait un dialogue national. Pas celui qui vient de se passer. Alors, vous proposez un dialogue bis comme nous le proposait l'autre jour le ministre Maleka. Il faut qu'il y ait un dialogue national au cas où, comment on appelle, une conférence nationale comme nous l'avions eu en 90 ou 91 comme ça là. Il faut qu'il y ait une conférence nationale pour rebâtir. Donc, une transition, une nouvelle transition. Voilà. Mais il faut ce qui garantit. Il faut qu'il y ait un dialogue. Dans ce dialogue, les gens viendront avec d'autres. C'est-à-dire, monsieur Brice, si je vous comprends bien, ce dialogue garantit une transition au président de la République actuelle. Non, ce dialogue ne se fera que quand il y a une alternance politique. C'est-à-dire, le président de la République doit partir, doit laisser les choses. Quand il part, s'il y a des élections, un nouveau président est élu, démocratiquement bien sûr, aux urnes. Que ce soit boudé ou pas, il faut que la classe politique convoque un dialogue national. Sur la base de ce dialogue national, il faut qu'il y ait les réformes des institutions de l'État. Je pensais que le dialogue pouvait être en amont, pas en aval. Il peut être, pour l'instant, il y a un seul combat. Le combat que nous avons, c'est le retrait, effectivement, de la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. S'il y a le retrait, ça veut dire que la constitution de 2002 sera toujours en vigueur. Oui. Et cette constitution nous donne la possibilité d'élire un nouveau président. Il faut que le président de la République finisse son mandat et organise des élections libres et transparentes sous les seuils de l'opinion internationale. Et quand nous aurons un nouveau président, bien qu'il y ait un mandat, il faut qu'il y ait un dialogue national. Et c'est le moment où jamais on devrait convoquer le référendum pour revoir et faire la réforme des institutions de l'État. À cette base, le président de la République, si le dialogue est convoqué et il y a les réformes des institutions, ça veut dire que le mandat du président en exercice sera annulé et la nouvelle constitution sera promulguée. Et dans la nouvelle constitution, selon moi, il n'y aura plus plusieurs partis politiques au pays. Nous prenons le système politique, des partis politiques comme pour la France. La France même devient un peu, il y a un peu du désordre, puisqu'il y a la gauche. Vous pensez qu'avec l'émiettement de ces partis conçus sur la base tout à fait ethnique, c'est ce que nous constatons, et régional, tribal, est-ce que vous pensez que cette idée est facile à réaliser? C'est très facile à réaliser. Par contre, si nous prenons par exemple la politique américaine, ils n'ont que 2 partis politiques. Et ces 2 partis politiques sont inscrits dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et chaque candidat, si tu veux faire la politique, tu dois adhérer à l'un de ces partis. Et pour être représenté, tu dois battre campagne, présenter, convaincre d'abord les membres de ton parti avant que tu sois présenté au niveau national. Et c'est là où nous verrons les compétences de chaque leader politique. Dans leur parti. Il faut du temps pour réaliser tout ça. Attends d'abord, qu'est-ce que nous regardons dans le système des partis politiques de notre pays et un peu partout dans l'Afrique? Quelqu'un qui crée son parti politique avec des membres autour, 5, 6 éléments qui se réunissent pour créer un parti politique. Il y a un leader. Et ce leader est à vie. Tant qu'il ne meurt pas, il n'y a personne qui peut prendre encore la relève de ce parti. Mais un parti politique, je pense bien, a des lois, a un règlement. Pour prôner la démocratie dans un parti politique, il faut qu'il y ait une alternance politique. Mais nous parlons de l'alternance politique au niveau national seulement. Mais dans vos partis,
vous êtes aussi des des petits dictateurs. Vous ne voulez pas céder la place aux autres de commander. Croyez-vous que vous êtes le seul intelligent et le seul leader dans un parti politique? C'est le cas du MCDDI. Kolela a créé son parti. Il a été le président à vie. Et là, l'enfant a pris la charge. C'est son parti. Mais Kolela n'a pas créé ce parti seul. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, pourvu qu'on ait la compétence de diriger le Non, parti. c'est pas ça. C'est ça la dictature. C'est aussi une forme de dictature. Il n'était pas le plus intelligent. Il n'était pas le plus sage. Il n'était pas le plus émanant pour conduire les destinées du MCDDI ou d'autres partis. Ce n'est pas seulement le MCDDI et d'autres partis. Comme l'UPADES, comme le PCT, comme l'UDER Mouinda. Tous ces partis ont un seul leader pour beaucoup des années. Non. Il faut qu'il y ait une alternance dans les partis politiques avant que vous preniez l'alternance politique au niveau national. Soyons exemplaires. Travaillons pas pour nous-mêmes, mais travaillons pour le peuple congolais et pour la nation. Oui, monsieur Brice Makumbo, nous avons des impératifs de temps ici à Radio Congo Live en Chicago. Je rappelle que nous recevons Brice Makumbo, qui est membre de la communauté congolaise de Nebraska, au journal de la communauté de ce jour. Alors, nous allons aborder le problème de l'opposition congolaise ici aux États-Unis. Vous savez que cette opposition a été taxée de laxiste et de n'avoir pas été aussi active que ne l'est celle de la France. Alors, est-ce que vous pensez que avec ce laxisme qui habite les Congolais ici aux États-Unis pourrait renverser le gouvernement en place? De toutes les façons, ce n'est pas le bruit qu'on peut créer autour d'une activité qui fera le changement des choses, comme le font beaucoup de compatriotes à travers le monde. C'est vrai, il faut manifester dans ce sens-là, ça a commencé. L'opposition n'est pas organisée ici aux États-Unis, il faut le lui dire. Il faut le dire. Mais je peux le mentionner, c'est à cause de plusieurs facteurs. Il y a le problème, la situation géographique, effectivement, de chacun de nous, ne nous permet pas de se réunir en une seconde. Et tu verras, la plupart des Congolais qui sont aux États-Unis, soit ce sont des étudiants, soit ce sont des gens qui sont venus avec un statut normal, et la plupart de ceux ont la plupart des titres de séjour ici aux États-Unis. Donc, la nécessité ici, c'est de travailler pour subvenir aux besoins, effectivement, de vos besoins. Alors, on sait que c'est l'oisiveté qui fait que ceux de France soient beaucoup plus actifs. Ils sont tous regroupés. Et le plus souvent, ils sont regroupés. Quand tu vois Paris, même quand nous étions au pays, il y a beaucoup de Congolais dans Paris. Ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est très facile pour eux. D'ailleurs, tous les jours, ils ont des places qui se réunissent, comme à Brazzaville. Mais ici, aux États-Unis, c'est un peu difficile. Donc la situation géographique nous frappe. Et si, aussi, il faut comprendre, aux États-Unis, les gens travaillent nuit et jour. Et pourvu que tu t'absentes 3 fois, 3 absences non justifiées, tu perds le travail. Et pour répondre encore, faire les demandes d'emploi, tu as des factures qui viennent et le blanc, il n'attend pas. Et on t'amène à la collection dans des bureaux de recouvrement d'argent. Voyez-vous? Donc ça, c'est un facteur. Aussi, il va de pair aussi avec les leaders de l'opposition. Il y a de nombreux qui ne se font pas effectivement dénoncer. Je ne sais pas pourquoi, ils ont leurs raisons. Mais au moins, nous avons un représentant du FOCAD ici. Moi-même, je le connais, et puis on a eu des discussions, on fait un travail aussi avec lui. Il a eu une note signée par le coordinateur sortant, M. Marie Pouelé. Le problème est qu'il doit rentrer en action parce que je considère que c'est lui le représentant, donc il est le leader de ce mouvement. Si les opposants qui sont aux États-Unis aspirent à la vision, effectivement,
du FOCAD et de la coalition FOCAD-IDC. Alors donc le problème, si je comprends bien, c'est un problème de mobilisation parce que je sais aussi que pendant les veillées mortuaires, les cotisations et autres, rapatriement des corps, vous êtes vraiment actif. Vous avez des liens sur Facebook, vous avez des liens au téléphone, vous organisez des conférences et ça vous permet de mobiliser. Alors, Effectivement, la c'est là le vrai mobilisation, problème. Je vous signale que monsieur Luc effectivement, Maleka est venu ici organiser un meeting voyez-vous, des assises nationales à Washington. voyez-vous, c'est un problème que tu as soulevé, que tu dois comprendre. Nous avons eu une grande organisation communautaire ici aux États-Unis, ça a été disloqué. Et nous sommes en train de vouloir, se réunir autour d'une seule coordination qui a été déjà enregistrée ici aux États-Unis. Le problème, c'est la discordance d'opinion. Voyez-vous, c'est un problème très sérieux, mais je pense bien que nous étions, moi personnellement, je fais partie de ceux qui sont dans ce mouvement, lancer des collectes et tout. Le problème est que nous ne pouvons pas se revêtir de cette veste du communautaire et l'amener au niveau du politique. On peut le faire, mais il faut enlever, parce que c'est ce que j'ai expliqué aux autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'on doit dissocier le social et la politique. On ne peut pas les dissocier. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Mais il faut savoir jouer les cartes. Comment agir sur ce domaine, sur ce terrain et comment agir sur ce terrain. On a eu un débat avec M. Jean Médard Mouzika, qui est le représentant du FOCAD ici aux États-Unis. J'ai eu l'information et je l'ai transmis au niveau effectivement de la commission pour que cette information puisse être relayée à toute la communauté. Mais en lisant les textes en vigueur qui régit la commission, nous étions incapables de lancer cet appel. Donc, il était du devoir de M. Mouzika d'utiliser le bouquet de la communauté comme l'a fait notre frère, qui est à Chicago. Donatien Marania. Non, Achille Ngoma. Ah. Achille Ngoma a lancé un appel patriotique sur le bouquet de la communauté. Ceux qui pouvaient, effectivement, par rapport à la situation du Congo, qui pouvaient les joindre pour, effectivement, emboîter le pas comme font les Congolais en France. Certainement, il y a eu des contacts, les gens qui l'ont contacté. Et j'étais aussi favorable à cet appel. Mais je ne sais pas là où ils en sont avec cet appel. Tout de même, par rapport à cette difficulté, nous nous sommes réunis avec un certain nombre de personnes se sont réunies pour discuter qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter notre apport à ce qui se passe au niveau du pays. Et nous sommes en train de travailler. Un petit forum a été créé sur Messenger. On n'a pas encore officialisé cette démarche. Et la première démarche que nous avons pensée, nous allons lancer ça à toute la communauté. C'est une lettre qui a été écrite que nous, Congolais, vivant dans chaque État, doit envoyer à leurs représentants locaux, les députés, les sénateurs et les gouverneurs, pour que ça fasse un appel à leur conscience. Peut-être ça ferait l'objet d'un débat au niveau du Parlement américain. Et surtout, le département d'État. J'ai une question. Pourquoi ne pas demander à ces représentants locaux d'organiser des meetings comme le font les autres là-bas en France? Ils sont à Nantes, ils sont à Nice, ils sont un peu partout. Pourquoi ne pas multiplier des meetings? Il faut d'abord que le message passe et qu'il se prononce. Il faut d'abord que le message passe et qu'il se prononce. S'il ne se prononce pas, le peu de personnes qui sont mobilisées autour, on dit toujours en langue vernaculaire, beaucoup de mouches ne peuvent pas entraîner
comme on le dit vulgairement, les cacas. Mais un peu de personnes peuvent faire un travail qui peut soulever les montagnes. J'ai une expérience que je vais vous partager. Nous étions au Gabon comme réfugiés. Nous avons eu vraiment beaucoup de difficultés là-bas. Mais à travers le stylo et l'Internet, nous avons pu contacter le département d'État américain pour nous enlever dans la misère. Nous avons écrit et la réponse a été favorable. Les réfugiés provenant du Gabon ont eu cette installation en écrivant seulement. Mais on ne connaissait pas écrire l'anglais. On écrivait en français. On ne savait pas parler anglais. Ici, nous sommes sur place. Là où se trouvent ces institutions, on peut le faire. L'Américain n'est pas comme l'Africain. Tu peux composer le numéro de la Maison Blanche. Le Standard va te recevoir. Tu peux appeler ton gouverneur. Ils vont te recevoir. Pose le problème que tu as. Tu auras la réponse. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Mais on reçoit. Donc c'est dans ce contexte-là, je dis, nous pouvons faire quelque chose. Et nous sommes en train de faire quelque chose. Ensemble, avec ceux qui sont en France, au Canada, un peu partout, je pense que le pouvoir de Sassou va céder. Oui, ça c'est l'objectif à long terme. Est-ce que ici, au niveau de la communauté des USA, vous arrive-t-il de penser à créer une organisation caritative, notamment qui aurait pour but de collecter de l'argent, des habits, de la nourriture, et d'envoyer tout ça au pays, aux populations qui souffrent notamment? Oui, c'est la vision que nous avions eue. Ça, c'est le département du social. C'est la vision que nous avions eue. Nous avons un problème. Le problème, nous avons des opportunités. C'est comme font les Maliens. Voilà pourquoi les Français ne touchent pas l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils n'ont rien. Il y a un semblant de démocratie là-bas. Il n'y a pas des événements là-bas. Il n'y a pas de guerre civile là-bas en Afrique de l'Ouest. Peut-être en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont la richesse. Mais quand vous regardez le Sénégal, vous regardez le Mali, ils n'ont rien. Ils ne vivent que de l'étranger. Un Malien, un Sénégalais doit sortir pour apporter quelque chose dans son pays. Et les Français ne peuvent pas donner, ne peuvent pas laisser les pays de l'Afrique centrale calmes parce qu'ils ont des grands intérêts là-bas. Ils vont faire semblant de dire que oui, nous comprenons, nous allons faire, mais ils ne le feront pas. Ils vont soutenir les pro-occidentaux pour leur bénéfice. Et ça va finir comme a fait le Rwanda. Le Rwanda a tourné le dos aux Allemands et aux Français. Le Rwanda est en train de se développer. Je vous le rassure. Et ils ont même changé leur langue nationale. Ils ne parlent plus le français. Ils parlent l'anglais maintenant. Comparez les pays francophones colonisés par les Français et comparez les pays colonisés par les Anglais. Regardez le Nigeria, le Ghana. Même s'ils sont en train de piller, mais ils laissent des traces. Ce n'est pas chez nous comme les Français. Tout ça, ça va finir. C'est une mauvaise politique. Alors, c'est cette vision qu'on a dans la communauté. Nous avons un problème de passeport ici. Le Congolais doit voyager, payer le billet à Brazzaville pour renouveler son passeport. Nous avons un problème de douane. Quelqu'un qui a sa marchandise qui va envoyer au pays. Le prix du dédouanement est, par exemple, fixé à 1 million. Mais il faut débourser, par exemple, 5 millions, 10 millions pour dédouaner. L'argent ne va pas à l'État. Et le reçu qu'on va te donner à la douane, c'est un reçu d'1 million. Mais tu as déboursé au moins 10 millions pour faire sortir la marchandise. C'est ce genre de projet que nous voulons discuter avec l'ambassadeur et l'État congolais. Créer des ONG qui vont aider effectivement le pays. Il y en a d'autres qui le font, mais ce n'est pas suffisant. J'ai vu par exemple sur Facebook, il y a les gens les compatriotes de la Lékoumou, à travers un jeune. Ils sont en train de faire des actions à la Lékoumou, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons quelque chose de concret. Mais tout ça, c'est en collaboration avec l'État congolais. Mais quel État congolais? Ce n'est pas le gouvernement de Sassou Nguesso.
Ça ne marche pas. Il y a la corruption. Il y a la corruption là-bas. Rien ne peut marcher avec ce gouvernement. Tout l'argent qu'ils ont, ils sont en train d'empocher. Un petit pays, je l'ai mentionné au départ, un petit pays de moins de 4 millions, a un gouvernement qui est le double du gouvernement américain, du gouvernement fédéral américain, qui a 320 millions, 206 000 habitants, mon frère. Mon État, Nebraska, a plus de 10 fois la population que du Congo. L'État de Nebraska. Ma ville contient de 6 millions d'habitants, plus que la population du Congo. Mais regarde comment ils sont en train de travailler. Le Sassou Nguesso et son gouvernement sont en train de tuer le pays. Moi, je me disais que ce sont des gens comme des Aléa quoi là, comment on l'appelle, l'albinos là, qui est le ministre de la communication, Mungala. Ce sont des gens, des jeunes qui sont autour du président de la République, qui sont admirés par le président de la République, qui devraient le conseiller, qui devraient faire quelque chose. Mais ils sont en train de piller encore le pays, en train de mettre le pays dans la boue. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Le Congolais ne devrait pas sortir, ne devrait pas travailler, aller en France. Le Congolais devrait rester chez eux. Ça fait mal, mon frère. Et le pouvoir de Sassou Nguesso doit partir. Si ça ne part pas demain, ça va partir tôt ou tard, ça va partir. Le peuple congolais a ouvert les yeux. Comme je l'ai dit tantôt, nul ne veut mourir. La vie, elle est bonne. Le temps arrivera où la population va se lever. Le temps arrivera où la police, qui est corrompue, le temps arrivera où l'armée, qui est corrompue, va se révolter contre ce régime. C'est le cas du Burkina Faso. Croyez-vous que toutes les années que Blaise Compaoré est resté au pouvoir, l'armée n'était pas de son côté? C'est la révolution. Parce que ceux-mêmes, Blaise Compaoré, mettait au lait au miel, ils ont compris que le système ne fonctionnait plus. Il faut aller aux côtés du peuple. Donc, Alors, monsieur Brice Makombo, c'est donc par cette analogie que nous allons mettre un terme à cette émission. Avez-vous un point sur lequel vous voulez intervenir, que vous avez peut-être oublié au cours de cette émission? En quelques secondes, il nous reste 45 secondes. Je voulais interpeller la jeunesse congolaise de prendre les choses en main. Et je voulais rappeler effectivement à la conscience de Marie Pouelé qui a démissionné, mais qui a dit qu'il reste dans l'opposition. Il ne fallait pas qu'il le fasse. Il ne fallait pas qu'il cède aux caprices des vieux. Nous voulons des jeunes autour de cette dynamique. Et les vieux vont nous soutenir. Ils seront comme des conseillers. Ils ne vont plus gouverner ce pays. Pour que les choses marchent, il faut qu'il y ait une nouvelle république dirigée par une nouvelle génération politicienne des Congolais. Aux Congolais de Brazzaville vivant aux États-Unis, lèvons-nous, emboîtons le pas. Nous avons la possibilité de renverser le pouvoir de Sassou Nguesso. C'est ici les grandes décisions du monde se prennent. Ce point. Ici aux États-Unis, nous savons les adresses, nous avons le contact, mettons-nous au travail. Sassou va quitter. Merci de m'avoir reçu dans vos antennes, M. Mille. Merci.